législative va pouvoir commencer maintenant, après cette période malheureuse de début d'année. Donc on a aujourd'hui quelques collectivités territoriales, Hénin-Beaumont, le Cambrésis, la Lens, le syndicat mixte du Pays du Cambrésis aussi. Et on a aussi donc des ADIL, des représentants des ADIL qui sont présents, et puis l'INARI qui est notre opérateur sur les territoires concernés par ce webinaire aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, on va refaire un petit point sur l'ensemble du dispositif, avec bien sûr un repositionnement dans le contexte de la politique régionale, une description très rapide des dispositifs. On va plutôt s'axer sur le dispositif de l'accompagnement de la maison individuelle. Un petit point sur les résultats, puisque la régie existe depuis 4 ans, donc on vous fera un point sur les résultats passés. Et puis un point communication, comment communiquer auprès de vos abonnés pour nous aider à déployer le dispositif. Quelques exemples de réalisation, et puis des exemples d'outils que l'on met à la disposition, en tout cas qu'on déploie sur les territoires, pour aussi vous aider dans le déploiement de vos politiques territoriales. Donc, bien sûr, le contexte, c'est la signature du programme régional pour l'efficacité énergétique entre la région, l'État et l'ADEME. Bonjour Aurélien qui vient nous rejoindre. On a commencé déjà, désolée. Donc le programme régional pour l'efficacité énergétique, donc signé au début de cette année entre l'État et l'ADEME et la région, qui fixe un petit peu la feuille de route pour le déploiement de la stratégie d'intervention régionale pour la massification de la réhabilitation du parc de logements privés. Et qui s'est fixé plusieurs objectifs moyen long terme. Le premier objectif, c'est de définir un plan régional de déploiement des guichets uniques, donc, qui a déjà démarré, avec déjà 14 guichets uniques qui se sont créés sur le territoire, et puis donc un déploiement qui va se poursuivre, puisqu'il y aura un nouvel appel à projet sur les guichets uniques cette année. Ensuite, la mise en place du passeport énergétique du logement, donc qui sera un outil à destination des ménages pour qu'ils puissent avoir, avec un très faible reste à charge, une étude, un audit de leur habitat, de manière à avoir une connaissance de l'état des lieux de leur habitat, mais aussi des programmes de travaux envisageables sur leur maison. Et puis des objectifs plus de fond sur la proposition d'action de convergence des différentes initiatives publiques, donc entre les initiatives locales, régionales, etc., mais aussi des initiatives privées, donc avec un travail de coordination de la région avec l'ensemble des professionnels. Bien sûr, en essayant de capitaliser sur toutes les expérimentations et les innovations qui pourraient être mises en place à l'échelle régionale. Et là, on peut penser à toute la politique de la troisième révolution industrielle qui a plusieurs thématiques sur le logement. Donc, dans ce cadre de ce programme régional pour l'efficacité énergétique, donc la région a signé un nouveau contrat de service public avec la régie en fin d'année dernière. Donc, juste pour rappel, donc, la régie du SPE avait été créée initialement par la région Picardie en 2014 pour agir plus efficacement sur le marché de la rénovation. Agir plus efficacement, ça veut dire que le marché, il existait, hein, bien sûr, le marché de la rénovation, il existe depuis longtemps, mais l'idée, c'était vraiment d'accompagner les particuliers pour leur faire des travaux plus ambitieux, qui fassent une vraie première étape vers une rénovation performante. Et donc, la condition, c'est d'avoir des travaux qui font au moins 35% d'économie d'énergie pour pouvoir être accompagnés. L'objectif qui nous a été fixé par la région, là, c'est de rénover 10 000 logements en 5 ans, donc avec un déploiement
chaque année sur la région et l'atteinte d'un rythme en fin de période de 5 ans qui soit stabilisé. Et bien sûr, pour ça, on a vraiment besoin de travailler en synergie avec les collectivités locales, c'est-à-dire de pouvoir partager avec elles des outils qui vont être au service de cette politique globale, à la fois pour identifier les ménages qui seraient potentiellement des ménages cibles pour ces rénovations, mais aussi donc faire de la communication, de l'information pour développer véritablement ce marché de la rénovation performante. Un petit rappel en préambule important, donc la régie du SPE est une société de tiers-financement qui est sous statut donc, de régie, donc une régie autonome mais gérée par la région. Nous sommes, notre conseil d'administration, c'est 12 élus de la région de France. Les sociétés de tiers-financement, ça veut dire que nous sommes dans l'obligation de proposer un service qui va intégrer une offre technique à une offre de financement. Autrement dit, dès lors qu'on va pouvoir proposer une offre de tiers-financement, elle devra toujours être adossée à une offre technique. Donc, on ne peut pas découpler financement et offre technique. Donc les deux dispositifs qu'on développe, qu'on déploie sur la région, c'est donc un dispositif adapté pour le logement individuel que je détaillerai par la suite, donc qui s'appelle Hauts-de-France Passe Rénovation, qui permet vraiment d'accompagner les propriétaires tout au long de leur projet, de la genèse du projet jusqu'à après les travaux pendant 3 ans, de manière à les accompagner vers des travaux ambitieux, mais aussi à sécuriser les gains et donc les économies d'énergie pour les considérer comme une partie du financement et pouvoir mettre en place des financements vraiment adaptés. Ça va nous permettre de favoriser finalement des projets plus ambitieux peut-être que ce qui était prévu initialement. Et puis le deuxième dispositif, c'est un dispositif qui est vraiment adapté aux copropriétés, dont je parlerai très très peu aujourd'hui, mais l'idée c'est la même, c'est vraiment d'accompagner les copropriétés dans leurs projets. Comme ce sont des projets un petit peu spécifiques avec de multiples acteurs, là, on va plutôt se positionner en gestionnaire de projet. On va coordonner les différents acteurs qui vont intervenir. Mais on va aussi mettre en place cet accompagnement technique par la mise en place d'une équipe de maîtrise d'œuvre pour la conception, pour la réalisation, mais aussi un ensemble d'équipes techniques, bureaux d'études, etc. Qu'on va vraiment coordonner avec toute la partie de gestion plus financière pour bâtir un projet qui soit qui corresponde à l'enjeu de chacune des copropriétés. Donc, tous ces dispositifs sont des dispositifs qui sont payants pour les ménages. Donc, la régie, en fait, étant une régie autonome, on doit équilibrer nos comptes. Donc, on ne vit pas que de la subvention ou d'une dotation de la région. On doit avoir un équilibre commercial. Donc, c'est pour cette raison que les particuliers participent finalement à l'effort sur leur projet. On a deux formules, une formule qui est sur l'accompagnement donc technique et financier, on va vraiment déployer l'ensemble du dispositif tel que je vais vous le présenter après, donc qui est à 1860 € du TTC, et puis une formule où on va mettre en place que l'accompagnement technique qui est un peu allégé avec un coût moindre puisqu'on n'a pas toute la gestion financière du projet qu'on va mettre en place quand on fait un accompagnement financier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce coût, ce sont des coûts forfaitaires qui vont être indépendants du montant de travaux et de la difficulté des projets. Donc, ils sont adaptés à des projets ambitieux, sinon ce sont des coûts qui peuvent être vus trop élevés pour des projets pas ambitieux. Donc, il faut vraiment que ce soit des projets ambitieux qui vont être accompagnés.
Et il représente une petite une fraction en fait du coût réel de l'opération. À savoir qu'aujourd'hui, on est aussi financé par de la subvention FEDER, des projets européens. Enfin, voilà, on va chercher d'autres financements pour permettre de garder ce coût forfaitaire, puisqu'aujourd'hui, le coût de gestion d'un dossier complet, il est plutôt aux alentours de 3 300 €. Et donc, on ne répercute que à peu près un peu moins de la moitié, un peu plus de la moitié, pardon, aux particuliers. Pour les copropriétés, la construction du projet est différente, donc le coût est également différent. Là, on est sur un coût qui est de l'ordre pour un accompagnement complet à la réalisation des travaux, donc sur les 3 phases de conception, de consultation et de réalisation, un coût qui est 900 € par logement, sachant que c'est 300 € à chaque phase et que si une phase s'arrête, seule la phase réalisée est due. Donc voilà, ça permet de commencer, en tout cas de faire des projets pas à pas qui vont se construire avec un coût qui est déterminé à l'avance, puisque ce coût pour les copropriétés va englober en fait tous les coûts de conception et d'études techniques. Donc dès le départ, la copropriété sait exactement quel va être son coût d'études finalement et de suivi de chantier. Pour les copropriétés, je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail. Donc là, je vais prendre quelques instants pour bien vous détailler l'accompagnement technique, comment ça se passe. Donc là, il y a là encore 3 phases. Donc une phase avant signature du contrat, on va dire, qui est une phase préparatoire, donc avant les travaux, où on va définir le programme. Donc là, ce sont les techniciens qui sont pour partie donc des opérateurs qui sont externes à la régie, des opérateurs qui sont en contrat avec nous pour un suivi local. Donc c'est par exemple l'INARI, je le disais tout à l'heure, sur vos territoires. Et donc ce technicien, il va faire une première visite de la maison pour rendre une étude qui va prendre en compte à la fois les besoins des familles, les besoins du bâti, s'il y a des pathologies ou des points spécifiques à reprendre en termes de sécurité ou autre. Prendre en compte également la partie plus sociale et financière pour évaluer les réelles capacités de financement des ménages, en tenant compte à la fois des subventions qu'ils vont pouvoir aller chercher, mais aussi des financements qu'on pourrait mettre en place en fonction des capacités financières des ménages. L'idée, c'est de construire vraiment avec les familles un programme qui soit bien adapté pour que ce soit un programme qui soit plus facilement mis en œuvre par les familles. Une fois que donc on a fait ce travail-là, si les familles souhaitent effectivement être accompagnées, c'est à partir de ce moment-là qu'on signe un contrat avec eux et qu'on rentre dans la mission payante pour pouvoir mettre en place la suite du dispositif avec là, donc dans le cadre, quand il y a un financement, la mise en place de la maîtrise d'ouvrage délégué, c'est-à-dire que pour le compte des particuliers, on va réaliser beaucoup de choses. Donc, on va d'abord consulter les entreprises, les sélectionner en accord avec les ménages, bien entendu. On va suivre les travaux pour s'assurer de leur bonne qualité, de la gestion des délais, de la gestion des coûts et des surcoûts sur le chantier. Et puis accompagner aussi les entreprises pour les amener à travailler vraiment de la meilleure manière qui soit sur les travaux. Donc, on a développé des outils d'accompagnement aux entreprises qui ont été fiches typologiques sur certains points de détail qui parfois sont mal maîtrisés par les entreprises. Ça va nous permettre de s'assurer que la qualité des travaux est suffisante et pour pouvoir effectivement atteindre les objectifs qu'on se fixe en termes d'économie d'énergie. Et puis pour mesurer tout ça, une fois que la réception est terminée, on va continuer à suivre les ménages pendant 3 ans après les travaux pour suivre effectivement les consommations réelles dans les logements et pouvoir aussi accompagner les familles sur les usages pour être sûr que l'usage est bien maîtrisé pour maîtriser correctement les consommations. Donc là, on va le faire soit de manière artisanale, avec une visite la première année et puis des discussions avec les ménages, mais on peut aussi, pour le faire de manière plus précise, avec des analyses plus fines, mettre en place finalement
des outils de mesure des consommations, mais aussi du confort, pour avoir plus d'éléments, pour apporter des éléments à la famille sur leur gestion de l'énergie. Voilà, donc ça c'est tout l'accompagnement technique qui est mis en œuvre et donc qui est mis en œuvre par nos opérateurs externes. En parallèle, donc on met en place, quand cela est nécessaire, l'accompagnement financier. Ça va nous permettre d'avancer la totalité du montant des travaux. On va payer directement aux entreprises, ce qui va nous permettre de bien gérer la qualité sur le chantier, les délais, la gestion avec les entreprises. Mais ça va aussi nous permettre de rassurer les entreprises, notamment sur les dossiers les plus fragiles financièrement, puisque l'entreprise n'a pas de risque d'impayé, puisque c'est nous qui allons les payer directement, et puis surtout, elle est payée avec des délais de paiement qui sont ceux de l'administration, et c'est moins de 1 mois qui nous est on arrive à tenir aujourd'hui avec la pairie départementale. On va aussi pouvoir mettre en place la collecte directe des aides par la régie, notamment les aides de l'ANA, ce qui nous permet de simplifier de beaucoup en fait la gestion administrative par les particuliers, en évitant finalement des allers-retours de financement. Pour les personnes qui ne déposent pas de dossier à l'ANA, on va pouvoir verser une prime C2E. Ça, c'est une nouveauté et ça va nous permettre, on va pouvoir valoriser en fait sur les projets l'ensemble des certificats d'économie d'énergie pour le compte des familles et leur reverser une prime, ce qui va nous permettre, nous, de favoriser les projets les plus ambitieux puisque cette prime, elle va être dépendante en fait de la quantité de travaux énergétiques réalisés. Donc plus il y a de travaux, plus la prime est élevée, donc ça permet parfois de pousser un petit peu les projets. Et puis enfin, pour financer le reste à charge, on peut mettre en place un package financier qui va être du tiers financement ou l'éco-PTZ performance globale, j'en parlerai tout à l'heure, sachant que le tiers financement étant vraiment un financement adapté pour les ménages qui n'ont pas accès au financement bancaire, puisque d'une part, il a une durée assez longue, on peut faire du financement jusqu'à 25 ans, ce qui permet d'avoir des mensualités assez faibles pour les familles. D'autre part, on va prendre en compte les économies d'énergie pour octroyer ce financement, donc ça va devenir une réelle ressource pour les ménages. Et donc, ça va nous permettre de faire passer des ménages qui seraient bloqués en termes de financement bancaire classique. Un point important aussi, c'est qu'il n'y a pas d'assurance obligatoire avec ce tiers financement. Donc pour les familles, et je pense notamment aux personnes âgées en fait, qui ont des taux d'assurance très élevés auprès des organismes bancaires, qui souvent ça les bloque dans la mise en place des financements. Là, on reste sur du financement avec une mensualité acceptable, donc notamment pour les personnes très âgées. Ça, c'est les deux nouveautés par rapport donc, au dispositif qu'on met en place cette année. Hein, je le redis, donc la prime C2E pour favoriser les projets les plus ambitieux, et puis l'éco-prêt à taux zéro. Donc on est autorisé par l'État à distribuer l'éco-prêt depuis le 1er avril. Donc c'est l'éco-prêt performance globale. Et là, c'est toute une analyse à faire pour détecter les ménages qui, effectivement, sont à la fois présentent les caractéristiques d'éligibilité de travaux, mais aussi ont la capacité de mettre en place un prêt sur 15 ans, puisque l'éco-prêt est toujours limité à 15 ans maximum. Donc là, c'est un travail d'optimisation finalement des financements pour réduire les coûts de financement avec une mensualité acceptable. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc au final, hein, pour les abonnés, nos usagers, donc c'est vraiment un service 100% public pour tous les propriétaires, qu'ils soient occupants ou propriétaires bailleurs, quels que soient leurs revenus, puisqu'on va aller au-delà un petit peu des critères bancaires et qu'on va pouvoir accompagner donc tous les typologies de ménages et quel que soit leur âge. Hein, il n'y a pas du tout de critères d'âge. Donc
peut accompagner des personnes très âgées si elles souhaitent rester dans leur bien, rénover pour finir leur vie. Dans ce cas-là, bien sûr, on monte les dossiers, souvent avec les familles, les enfants ou les petits-enfants qui peuvent hériter du bien après le décès. C'est un accompagnement donc tout au long du projet avec un financement optimisé et c'est cumulable avec tous les autres dispositifs, bien sûr, les subventions classiques de l'Agence nationale de l'habitat, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, bien entendu, enfin, voilà, tous les dispositifs et les financements bancaires classiques également, si les personnes peuvent y avoir accès. Donc on essaye de déployer, enfin on déploie bien sûr en cohérence avec la politique régionale. Donc aujourd'hui, on a un process qui est assez simple puisque notre opérateur réalise finalement l'ensemble du parcours de service. Demain, l'idée c'est vraiment que l'orientation et la première information, bien sûr, comme aujourd'hui, passe par le guichet unique de l'habitat quand il y a un guichet unique de l'habitat, les espaces verts, les ADIL, enfin voilà, tous les espaces qui font de l'information. Que ces espaces puissent tous orienter le ménage vers un parcours qui soit un petit peu un parcours unique sur le territoire, avec un passeport énergétique du logement si c'est nécessaire et quand il sera mis en œuvre. Donc ça devrait être sur la deuxième partie de l'année. Donc passeport énergétique du logement qui finalement est assez proche de notre première étape actuelle d'études et de diagnostic. Et puis ensuite, une orientation vers, bien sûr, les professionnels du bâtiment qui vont être les artisans, les architectes qui vont faire la réalisation du projet, et puis la régie du SPE s'il y a besoin d'un accompagnement technique et financier pendant la réalisation des travaux. Donc, ce parcours, il va se construire au fil du déploiement et du déploiement de la régie, mais aussi de la politique régionale par la région petit à petit. Donc, c'est quelque chose qu'on va construire à la fois avec les collectivités territoriales, les auditeurs et les professionnels. En termes de résultats, on a accompagné donc depuis le début de la régie donc 650 logements. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce premier chiffre, 45% des logements accompagnés étaient occupés par des ménages modestes ou très modestes, également accompagnés par l'ANA, pour lequel on a eu vraiment un effet d'accompagnement financier pour financer le reste à charge finalement, mais avec des projets quand même ambitieux, puisqu'on est en moyenne sur des projets qui sont de 43 000 €, avec des bouquets de travaux qui sont assez importants. On les redétaillera tout à l'heure. Puis sur les copropriétés, donc c'est 14 copropriétés qui ont été accompagnées, un peu plus de 1000 logements, et puis un montant moyen de travaux de 16 000 €. Là encore, sur les copropriétés, on accompagne aussi les copropriétés fragiles au sens de l'ANA, donc qui ont une aide collective. Il n'y a pas de conditions pour accompagner une collectivité. Les seules conditions, ce sont les conditions de projet de travaux et d'économie d'énergie. En termes d'entreprises, donc c'est 600 entreprises, un peu plus de 600 entreprises maintenant qui ont été mobilisées pour la réalisation de tous ces travaux. Et ce sont des entreprises locales, vous le verrez tout à l'heure, j'ai une slide spécifique là-dessus, puisque on travaille vraiment projet par projet. Donc ce sont des marchés qui sont vraiment à la taille des entreprises locales et de l'artisanat du tissu local. Pour l'ensemble de ces projets, donc on a mis en place 645 prêts de tiers financement, ce qui démontre là effectivement le besoin de prêts de tiers financement par une bonne partie des familles qu'on accompagne. Et ces prêts de tiers financement, ils financent en moyenne 70 à 80% du montant des travaux, c'est-à-dire dans la plupart des cas finalement la totalité du reste à charge. Si on regarde un petit peu plus dans le détail le coût des projets, alors il y a deux chiffres qui sont intéressants. On va regarder juste les dossiers qui sont accompagnés en tiers financement, donc que ce soit sans subvention de l'Agence nationale de l'habitat ou avec. Ce qu'on voit, c'est que finalement les moyennes de montant de travaux sont assez proches.
ce qui montre qu'on arrive finalement à accompagner les ménages modestes ou très modestes sur des travaux aussi ambitieux que des ménages pour lesquels on pourrait se dire qu'ils ont plus de capacité financière. C'est-à-dire qu'on est assez content de se dire que finalement, ce ne sont pas des projets au rabais pour lesquels on va accompagner les ménages modestes ou très modestes, c'est vraiment des projets ambitieux de la même manière avec des projets importants. Donc les bouquets de travaux étant finalement la base, hein, c'est vraiment l'isolation des murs, totale ou partielle, l'isolation de la toiture dans beaucoup de cas, la ventilation quasiment tout le temps, les menuiseries quand c'est nécessaire, et puis une action sur un mode de chauffage, soit une optimisation, soit un remplacement quand cela est devenu nécessaire. En termes d'économie d'énergie, on observe donc sur les premiers projets qui ont été terminés et analysés donc après les travaux, un vrai verdissement des étiquettes énergie, vous le voyez, avec une disparition des étiquettes les plus mauvaises et puis une augmentation assez forte des étiquettes B et C et finalement un gain énergétique moyen réel, donc mesuré sur facture, de 46% en kilowattheure. Donc c'est assez proche finalement de ce qu'on a dans nos études. Donc on a une bonne je ne trouve plus le terme que je cherche. Enfin voilà, dans nos études, on est assez confiant finalement dans les études qui sont réalisées, la façon dont elles sont mises en œuvre. Et ces économies d'énergie génèrent bien sûr des économies financières qui vont pouvoir couvrir les mensualités à hauteur de 60% à peu près, ce qui limite bien sûr le risque financier puisque ça génère finalement effectivement une ressource pour les familles. En termes de déploiement, donc, nous avons lancé un marché à la fin de l'année dernière pour recruter des opérateurs locaux sur les territoires. Donc, ces marchés ont été signés au début de l'année. Donc, comme je le disais, sur les territoires dont vous êtes issus, c'est l'INARI qui est l'opérateur. Donc cet opérateur met à disposition des ménages un technicien qui va faire tout l'accompagnement technique et il est en duo avec un chargé d'opération qui lui est un salarié de la régie qui va faire toute la partie administrative et financière, le lien avec les opérateurs ANA si nécessaire, qui va vraiment gérer toute la partie financière. Donc on a toujours sur chaque dossier accompagné un duo de personnes en fonction des besoins et des réponses. En plus, sur chaque zone, on a un responsable de zone. Alors, sur votre territoire, c'est moi, je crois, moi-même. Et les responsables de zone, leur rôle, ça va être de vérifier un petit peu de s'assurer que l'opérateur et le chargé d'opération mettent bien en œuvre le dispositif, de s'assurer de valider les études qui sont réalisées, les plans de financement, pour contrôler un petit peu qu'on travaille de la même manière sur tous les territoires. Et puis participer aussi à l'animation et à la réflexion sur la politique locale avec les services locaux de l'habitat et les élus, etc. Et puis, on a aussi, bien sûr, une responsable communication. Donc, là, il va travailler sur tout le territoire. C'est Céline qui est à côté de moi, puis qui prendra la parole tout à l'heure pour justement travailler avec les collectivités territoriales et puis les opérateurs sur l'animation locale du dispositif et comment l'adapter finalement à la politique locale. En termes d'articulation, il y a un petit point particulier puisque donc on peut monter des dossiers qui sont aussi accompagnés par l'ANA et donc notamment dans le cadre des territoires où il y a des OPA ou des PIG, on a vraiment
un travail d'articulation à construire avec les opérateurs des OPA ou des PIG, puisque nous avons des missions qui sont bien complémentaires. Donc, il faut arriver à bien positionner les missions de chacun pour que on soit plus dans l'efficacité et que on arrive à bien démontrer la complémentarité pour que finalement on arrive à un service optimum sur les territoires, avec une ambition partagée qui soit effectivement d'optimiser les projets, de permettre à 100% des ménages éligibles à l'ANA de réaliser les travaux, de ne pas avoir de perte en ligne puisqu'on a un financement alternatif à leur proposer dans bien des cas. Et puis vraiment d'optimiser les projets pour pouvoir finalement avoir pour tout le monde des projets assez ambitieux. Donc là, on reviendra vers les collectivités territoriales pour faire des points spécifiques avec chacun, justement, pour travailler à la bonne articulation avec les dispositifs mis en place. Alors, on a certains territoires où on a la chance d'avoir un opérateur unique qui est à la fois l'opérateur du NOPA et l'opérateur de la régie. Donc là, dans ce cas-là, l'articulation, bien sûr, elle est normalement assez simple à construire. En tout cas, elle devrait aller de soi. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on vous questionnera juste après le webinaire. Vous recevrez un formulaire avec quelques questions qui nous permettront d'entamer ce travail d'articulation, même si bien sûr on a déjà une base puisqu'on a déjà travaillé avec des opérateurs d'OPA ou de PIG. Au sujet des professionnels, donc l'idée c'est vraiment de mobiliser les professionnels et les artisans locaux pour pouvoir travailler sur les chantiers encadrés par la régie. Donc le recrutement de ces professionnels se fait majoritairement par le biais de consultations. Donc on a une plateforme où on va mettre en ligne tous nos appels d'offres. Alors, je dis appel d'offres, il faut que je dise consultation, il faut que je change mon terme, puisque ce sont vraiment des consultations simplifiées, type demande de devis. On va quand même leur demander aussi un peu de pièces administratives, mais on a vraiment simplifié les choses de manière à ce que toutes les entreprises, y compris les toutes petites entreprises qui travaillent majoritairement sur nos chantiers, soient en capacité de répondre à ces marchés, puisqu'on fait un marché pour chacune de nos rénovations. Donc, le montant de chacun des marchés, comme ils sont en plus allotis, sont vraiment faibles. Donc, on ne peut pas déployer une administration trop conséquente pour le dimensionnement. Les retours qu'on a des des entreprises qui ont travaillé sur les 5 premières années, c'est qu'aujourd'hui, la réponse au marché est quand même assez simple pour elles, qu'il n'y a pas de blocage administratif à répondre à nos marchés. Et que voilà, c'est plutôt bien accepté par les entreprises qui apprécient aussi bien sûr les délais de paiement et puis le fait d'avoir aucun risque d'impayé sur nos marchés. Donc, ce sont bien sûr des entreprises locales qui travaillent avec nous. Donc, 90% sont des entreprises basées en Hauts-de-France. Les 8% qui restent, en fait, ce sont les territoires limitrophes qui ont pu traverser la frontière des départements, mais de manière locale pour faire quelques kilomètres. En termes de communication, là, je vais passer la parole à Céline qui va vous présenter un petit peu les outils qu'on met à votre disposition pour communiquer efficacement sur le dispositif. Bonjour à tous. En effet, l'idée c'est de faire un petit point sur la communication et puis de balayer tout ce qu'on peut mettre à votre disposition pour communiquer sur nos dispositifs. La première des choses, ce sont les dépliants. On a plusieurs dépliants de présentation, donc j'ai prévu de vous envoyer ça la semaine prochaine, un petit kit de communication pour vous permettre de faire une première information donc sur nos dispositifs. Le premier dépliant qu'on mettra à votre disposition, c'est celui à destination des particuliers. On en a un autre pour les copropriétés, un autre pour les logements communaux, donc adressés aux communes, et un dernier sur comment les professionnels peuvent se positionner sur nos consultations
C'est le volet que vient d'évoquer Alice. Au-delà des dépliants, on a aussi tout un tas d'articles, de briques de présentation qu'on peut mettre à disposition pour vos supports de communication, quels qu'ils soient. Donc, ça peut être les bulletins communaux, les journaux intercommunaux, ça peut être également vos sites internet ou vos réseaux sociaux. Ça fonctionne de mieux en mieux au niveau des communautés. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous passer commande de contenu. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, des articles, des choses qui sont prêtes à l'emploi, mais on peut également personnaliser au maximum. Quand les premiers chantiers sur vos territoires auront eu lieu et qu'on aura voilà, des histoires à raconter, l'idée, c'est de pouvoir faire des reportages sur ces chantiers et puis de récupérer des témoignages, des interviews, que ce soit de particuliers, d'artisans locaux également. L'idée étant toujours de communiquer sur le dispositif, mais avec du vécu cette fois-ci et des vraies histoires pour convaincre un peu plus encore toutes les personnes qui ont besoin d'informations sur notre dispositif. Donc je vous ai mis les coordonnées, mais le support va vous être envoyé une fois le webinaire terminé. Donc vous pouvez me contacter directement. Et donc juste un petit point également sur nos outils numériques. Donc on a à disposition un site internet, bien sûr. Vous êtes peut-être déjà rendu sur celui-ci. Il devrait évoluer donc à la rentrée en septembre. On aura un nouveau site internet qui sera mieux référencé et plus pertinent puisque plus interactif. On a toujours une rubrique d'actualité donc qui est plutôt intéressante parce qu'on y retrouve des témoignages. Encore une fois, des témoignages de particuliers, d'artisans, mais également de copropriétaires, de syndics, voilà, avec du vécu, des histoires et des preuves sur le bienfait du dispositif. Les réseaux sociaux, j'en ai parlé rapidement, mais n'hésitez pas à nous y rejoindre, voilà, qu'on puisse créer du lien entre vos réseaux et nos réseaux, et puis essayer de transmettre les informations aussi par ce biais. On a également à votre disposition des vidéos de présentation, des interviews disponibles sur le site internet. Et on peut également créer, si vous en avez besoin, des flyers, des affiches ou des communiqués de presse pour informer sur des actions que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être des actions de thermographie, ça peut être des flyers pour informer sur une permanence qui va avoir lieu prochainement ou sur des réunions publiques. À ce propos, si vous souhaitez que l'on souhaite venir présenter le dispositif, donc chez vous localement, que ce soit une réunion publique pour les particuliers ou pour vos services, n'hésitez pas à nous en faire la demande également. On essaye un maximum d'être présent, nous, Régie, mais on peut aussi être accompagné par nos opérateurs sur le sujet. Et voilà, le dernier message, c'est vraiment de vous dire que vous êtes tiers de confiance pour vos administrés, que on a déjà testé depuis 5-6 ans pas mal de choses en termes de communication, donc des campagnes d'affichage, de la presse et autres, mais ce qui fonctionne vraiment le mieux, ça va être le bouche à oreille et l'information par la collectivité. Donc du coup, voilà, ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez devenir nos relais pour informer les particuliers, les artisans, les professionnels de l'immobilier également sur l'existence des dispositifs et sur comment faire appel à nous pour les aider dans leurs projets. Voilà, n'hésitez pas. À bientôt. Et puis juste pour compléter ce que dit Céline, alors effectivement, on vous mobilise pour ça, mais n'hésitez pas aussi à nous mobiliser dans le cadre de vos projets locaux. Donc, on a déjà échangé beaucoup, par exemple, je pense au Cambrésis, qui est un projet local, et on est vraiment au service des collectivités dans le cadre de leurs projets locaux pour travailler, adapter et puis se mettre vraiment sur un positionnement qui avec un déploiement intelligent sur vos territoires. Alors, juste pour finir, avant de plus vous laisser la parole pour les questions, quelques images, juste pour que vous ayez une petite idée du genre de projet qu'on a déjà accompagné. Donc, bien sûr, en Picardie, on a un territoire assez rural. Donc, vous voyez, on a accompagné des maisons vraiment assez typiques du tissu rural, des maisons pans de bois, des projets assez complexes à mener, puisqu'on découvre souvent
des pans de bois assez dégradés, donc il faut prendre des décisions très rapides sur les chantiers en termes de surcoûts, de gestion des surcoûts, de travaux, etc. Donc là, c'est vrai que quand on a un organisme tel que la régie qui va à la fois gérer la partie technique et financière, c'est plus facile pour prendre en compte ces problèmes de chantier, mais on va aussi accompagner des dossiers plus simples sur des maisons des années 70 avec des rénovations complètes. Là, par exemple, on avait fait de l'isolation thermique par l'extérieur. Enfin, voilà, on a vraiment accompagné des typologies de maisons très diverses avec des programmes de travaux qui sont maintenant assez récurrents par typologie et qui sont bien partagés. Un petit exemple de logement communal où effectivement on va venir en soutien aux petites communes, donc souvent les communes qui n'ont pas les capacités de suivre techniquement ces dossiers et qui vont pouvoir faire appel aussi à un montage de plans de financement, soit en les aidant à aller chercher les financements de la Banque de territoire, soit en mettant un tiers financement en place pour les aider. Et là, de la même manière, on va travailler comme pour les particuliers en allant chercher les entreprises, en faisant la consultation, en gérant toute la partie financière pour le compte de la collectivité territoriale. Donc là, c'est l'exemple de la mairie de Vraigne-en-Vermandois qui avait un logement un peu abandonné qu'elle souhaitait remettre en location et donc sur lequel on a fait une rénovation globale. Et puis là, quelques exemples des copropriétés qu'on a pu accompagner. Donc, c'est des copropriétés de toute taille. Là, c'est 40 logements, par exemple, celle en haut à gauche, mais on a des copropriétés de 180 logements, 20 logements. Enfin, voilà, il n'y a pas de typologie particulière, puisque la seule contrainte, ce sont les économies d'énergie. Et puis, je vais finir par vous présenter deux programmes auxquels on participe et qui sont aussi des outils qu'on souhaite petit à petit mettre à disposition des territoires. Le premier qui est déjà disponible, c'est le programme Récif. Et puis le deuxième, c'est le programme CASBA qui, lui, viendra dans un second temps. Donc le programme Récif, c'est un programme qui est un programme finalement adapté aux copropriétés. Donc là, pour faire de l'animation, de l'information auprès des copropriétaires, pour les entraîner, enfin les engager vers des rénovations de leur copropriété. L'idée de ce programme, c'est de dire que pour pouvoir vraiment mobiliser les copropriétaires, il faut qu'on ait un ensemble d'informations et un ensemble de canaux d'information qui aillent tous dans le même sens. Donc que ce soit les copropriétaires, les syndics, les agences immobilières, mais aussi les collectivités territoriales, de manière à ce que chacun apporte sa brique finalement à la communication vers les copropriétés. Et donc, c'est un programme qui nous donne des moyens financiers pour mettre en place à chaque étape des communications adaptées. Donc, nous, on va pouvoir mettre en place des communications à l'échelle régionale, mais on va pouvoir aussi travailler, si les collectivités veulent s'engager dans ce programme et signent une convention, à vraiment des communications adaptées à l'échelle du territoire, sur les copropriétés du territoire, pour pouvoir faire quelque chose de plus précis et de plus détaillé, mobiliser les syndics d'un territoire, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est un programme qui est déjà disponible. Et donc, il faut juste, du coup, si vous avez un volet copropriété dans le cadre de votre rénovation ou si vous souhaitez le mettre en place, faire appel à Céline pour pouvoir le déployer de manière locale. Le deuxième programme, c'est le programme CASBA. Alors, je vais le balayer très très vite. Ce programme, donc c'est un programme de développement du carnet de santé numérique du bâtiment qu'on va déployer en test sur les territoires du versant sud dans un premier temps. Et en fonction de la façon dont ça fonctionne, il y aura potentiellement un déploiement sur l'ensemble du territoire. L'idée du carnet de santé numérique du bâtiment,
déployé par une solution donc, d'énergie demain, c'est d'avoir deux outils. Un outil qui nous permette, nous, régie, en fait, de faire des bilans à l'échelle du territoire et de proposer au territoire finalement des études et des analyses assez précises du territoire. Et puis un outil carnet numérique qui est à l'échelle du logement pour les ménages, qui va nous permettre de faire des pré-diagnostics, des identifications de logements, etc. L'idée étant que ces deux outils communiquent de manière à ce que cet outil territoire puisse initialiser et donc pré-remplir finalement les carnets numériques du logement, mais que dans le même temps, les carnets numériques du logement modifiés suite à une suite à un audit, à une information, à une prise de contact avec les particuliers, puissent venir enrichir les données du territoire. Ce qui permet, en cas de réalisation de travaux remplis dans le carnet numérique du bâtiment, d'avoir toujours une vue du territoire qui soit la vue réelle finalement de la qualité des bâtis sur le territoire. Donc c'est vraiment un outil qui est à disposition de la politique locale, puisque ça permet de faire des identifications de quartiers cibles ou d'endroits où il y a potentiellement plus de ménages à accompagner. Et puis c'est un outil qui est à disposition des ménages et qui va s'inscrire vraiment dans la loi sur le carnet numérique du bâtiment qui était sorti il y a quelques années. Donc l'idée c'est vraiment à terme de pouvoir utiliser donc l'outil de la maille du territoire pour l'ensemble des territoires, mais aussi donc de déployer cet outil carnet de santé du bâtiment qui sera là mis à disposition des guichets uniques potentiellement, des différents interlocuteurs locaux et puis des opérateurs de la régie pour vraiment faire des pré-diagnostics sur le bâtiment et préparer finalement le passeport énergétique du logement qui va compléter ce pré-diagnostic par une visite et des données plus précises, puisque le carnet numérique du bâtiment permet finalement une analyse sans visite obligatoire à domicile avec des éléments plus d'informations un peu théoriques, mais ça permet quand même de préparer pas mal les choses. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur le programme CASBA puisque ce sera quelque chose on reviendra vers vous dans un deuxième temps en cas de déploiement plus poussé. Mais sachez que voilà, on a aussi des programmes comme ça sur lesquels on participe régulièrement. Ça peut être aussi des projets européens, des choses comme ça, où on peut aussi trouver des outils qui seraient utiles pour les collectivités. Voilà, j'en ai fini. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions sur le chat pendant la présentation. Le pourcentage de dossiers accompagnement technique par rapport aux dossiers accompagnement technique. Alors, très bonne question. Je pense que c'est une question de l'ADIL. Donc, sur le pourcentage des dossiers accompagnés en technique uniquement. On est aujourd'hui à un peu moins on va être aux alentours de 15% de dossiers qui ont été accompagnés sans tiers financement, c'est-à-dire uniquement sur la partie technique. Où là, c'est clairement soit pour des ménages qui sont qui ont suffisamment de capacité financière et qui ont soit eu un prêt bancaire, soit autofinancent leur dossier. Ça peut être aussi pour des ménages qui sont fortement subventionnés. On a eu quelques ménages fortement subventionnés parce qu'avec de la grande précarité et un accompagnement supplémentaire, par exemple, de la Fondation Abbé Pierre ou autre, avec un si faible reste à charge que finalement, nous sommes intervenus pour faire l'avance du montant des travaux, toute la gestion financière, mais qu'il n'y a pas eu prêt de tiers financement puisque ce n'était pas nécessaire. Et une deuxième question. Un projet de rénovation PO avec un d'un ménage non éligible aux aides de l'ANA. Alors, je vais revenir sur les exemples. Par exemple, voilà, cette maison-là, la maison de ville à Liomer,
ce n'était pas un ménage éligible à l'ANA, donc 66 000 euros de travaux sur lesquels nous avons tiers financé. Donc, alors, quand vous voulez que j'illustre mes propos, peut-être on va vous donner la parole. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser votre question à l'oral? Ce sera peut-être plus facile pour moi de répondre concrètement. Ouais. Alors, il faudrait juste, normalement, vous devez avoir une fenêtre qui s'ouvre pour vous. Ah, c'est bon. Pour l'instant, on ne vous entend pas. Non, alors on n'entend pas l'oral. Marina Souz de Lens. Oui, alors on n'entend pas. Je ne sais pas si vous essayez de parler, mais en tout cas, on ne vous entend pas. Donc, si vous voulez préciser votre question à l'écrit pour que je puisse plus facilement répondre, et puis on va prendre la question. D'accord. Alors sur le volet financier, en fait, donc quand il y a qu'il y ait aide de l'ANA ou pas aide de l'ANA, finalement, avant le début des travaux, on prépare un plan de financement où on va indiquer un montant estimatif des travaux. Inclus maîtrise d'œuvre s'il y a besoin de maîtrise d'œuvre, et puis indiquer l'ensemble des financements disponibles. Donc, si c'est un ménage qui a des subventions, l'ensemble des subventions disponibles, celles qu'on va collecter directement, celles qui vont être perçues par le propriétaire. Pour les ménages qui sont non ANA, la prime C2E qu'on va estimer dès le début des travaux, et puis ça nous permet d'estimer le reste à charge qui va être dans la majeure partie des cas financé par un prêt de tiers financement. Donc ça c'est avant les travaux sur la base d'estimation. Une fois qu'on a consulté les entreprises, on va refaire ce plan de financement avec les coûts réels. Donc on reste sur les mêmes bases, une information sur le montant de travaux, les aides disponibles s'il y en a, les certificats d'économie d'énergie s'il y en a, modifiés par rapport aux travaux réels qui vont être commandés, et puis le prêt de tiers financement. Ensuite, on va signer les contrats de travaux avec les entreprises. Donc là, c'est nous qui allons payer les entreprises au fur et à mesure. Et en fin de travaux, on va faire un bilan sur les dépenses réelles par la régie, les travaux réellement réalisés, donc qui vont nous permettre de recalculer, par exemple, les certificats d'économie d'énergie réellement disponibles pour pouvoir calculer le reste à charge définitif. Et ce reste à charge définitif, on resigne un avenant à notre contrat de prêt pour lancer le remboursement à la fin des travaux uniquement. Donc finalement, la gestion financière, elle est totale par la régie jusqu'à la fin des travaux où on va commencer à mettre en remboursement. Quand il n'y a pas de prêt de tiers financement, c'est-à-dire quand les gens vont autofinancer, finalement, les contrats avec les artisans vont être signés directement entre l'artisan et les propriétaires, après que nous ayons validé avec les propriétaires, bien sûr, les devis, la forme des devis, la qualité, etc. Et là, on va les accompagner dans le suivi et le paiement à leurs artisans, mais on ne va pas avoir cet accompagnement complet le paiement des entreprises. Par contre, de la même manière, on va suivre toutes les facturations et s'assurer à la fin du montant des certificats d'économie d'énergie qui vont être réellement obtenus pour pouvoir reverser une prime adaptée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Marina. Ensuite, nous avions une question de Florent Tanière. Donc, le SPE est-il plus flexible au niveau du taux d'endettement dans le cadre de l'éco-PTZ? Quels sont les critères? Alors,
Pour le tiers financement, comme pour l'éco-PTZ, on va prendre en considération, donc on a des critères d'octroi qui sont des critères d'octroi propres à la régie, qui ne sont pas des critères d'octroi classiques du monde bancaire. Et donc, la première particularité, c'est qu'effectivement, les économies d'énergie vont être considérées comme une réelle ressource, donc vont apporter une ressource au ménage qui vont nous permettre de faire passer plus facilement les dossiers. Ensuite, on n'a pas de critères établis sur le taux d'endettement. Bien sûr, on va le regarder. Il ne s'agit pas d'endetter de manière démesurée les personnes, mais c'est pas un critère bloquant. On va pouvoir faire des dérogations en fonction de la pertinence des projets, des économies réalisées, des aides obtenues et finalement de l'évaluation très globale et macro du projet. Donc oui, on a des critères qui sont adaptés et qui sont en général plus souples que les banques. Ensuite, la particularité sur l'éco-PTZ, c'est qu'aujourd'hui, les banques sont assez frileuses à le monter parce que techniquement, même si aujourd'hui elles ont été beaucoup déresponsabilisées par la SGF Gas, elles se sentent quand même encore responsables sur un certain nombre de critères techniques qui doivent être suivis pour le montage de l'éco-PTZ. En ayant nous à la fois la compétence technique et la compétence financière, ça nous permet plus facilement de valider les critères techniques de l'éco-PTZ et donc normalement de raccourcir aussi les délais de gestion. Alors, il y a une autre question de Florent. C'est professionnel dans la consultation, est-ce qu'il y a une obligation sur les isolants biosourcés et les entreprises peuvent-ils intégrer la démarche? Alors, il n'y a pas d'obligation aux isolants biosourcés. La raison, c'est que c'est d'abord le propriétaire qui va choisir finalement ces matériaux. Donc, on essaye de valoriser les isolants biosourcés auprès des propriétaires qu'on accompagne, de manière à ce que on puisse valoriser ce type de matériaux qui sont effectivement performants et intéressants pour le développement durable. Par contre, on n'a pas d'obligation. Alors, on les favorise en faisant la promotion, en informant les gens. Ça peut être aussi par le biais de l'aide AREL, par exemple, pour les ménages qui sont aussi accompagnés par l'ANA, puisque l'aide de la région, il y a une aide spécifique sur les matériaux biosourcés. Alors, c'est une petite aide, mais ça peut quand même permettre d'orienter. Voilà, mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation. Et aujourd'hui, en fait, c'est difficile de mettre une obligation puisqu'on a quand même encore peu de professionnels qui sont à la fois en capacité de poser et qui ont vraiment de l'appétence pour ces produits, pour aussi des questions de distribution. On a finalement pas sur tout le territoire des distributeurs qui soient efficaces avec des délais pertinents, etc. pour ces matériaux. C'est aussi un axe de travail pour la région dans le cadre du prêt, c'est que de faire en sorte que tout ça, ça se développe aussi fortement. Et concernant les entreprises belges, j'imagine que sur des territoires limitrophes de la Belgique, effectivement, des entreprises belges pourraient se positionner sur des marchés. On n'a pas la réglementation le permet, donc on n'a pas de contraintes ni de possibilité de les empêcher, en tout cas, de répondre à nos consultations. Donc voilà. Alors je ne sais pas si c'était une question positive ou négative. Donc, mais en tout cas, voilà, on ne peut pas les contraindre à ne pas répondre et la réglementation leur permet de le faire.